Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, notre nouvelle émission d'histoire politique aux médias. En ce moment, avec l'instabilité politique née des nominations de Barnier, Bayrou et Lecornu, on clame un peu partout qu'on est de retour à la 4ème République. Et pas pour les bonnes raisons. Parce que la 4ème République, aujourd'hui, on s'en souvient surtout comme d'un régime instable, un bordel permanent où les institutions ne fonctionnaient pas parce que les gouvernements étaient tout le temps minoritaires et tombaient les uns après les autres, ce qui empêchait toute possibilité de se projeter sur le long terme. Toujours est-il qu'il se trouve pas grand monde pour la défendre, cette 4ème République. Regardez, même Mélenchon, pourtant anti-5ème République, et dont le parti défend la fin du présidentialisme et le retour à un régime à minima plus parlementaire, a du mal à se défaire du discours dominant selon lequel la 5ème République est venue corriger les effets de la 4ème. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est évidemment le passage à une 6ème République, corrigeant, comme la 5ème République avait voulu corriger les excès de la 4ème, qui rendait impossible la prise de décision politique. Pourtant, la 4ème République, c'est le régime qui a reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale, et également celui qui a démarré la décolonisation. Accessoirement, c'est un régime qui nous a apporté un certain nombre de conquis sociaux, quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. Alors finalement, la 4ème République, c'était mieux avant ? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Déjà, on commence par remonter dans les années 30. À ce moment-là, on est sous la 3ème République, un régime parlementaire classique. La gouvernance du pays ne reposait pas sur le président de la République, mais sur le président du Conseil, équivalent de notre Premier ministre actuel. Les élections étaient assez similaires aux nôtres, on élisait les députés par arrondissement, l'équivalent grosso modo de nos circonscriptions, à la différence toutefois que ce régime était au moins 2 fois moins démocratique qu'aujourd'hui, puisque seule une petite partie de la population, c'est-à-dire les hommes de plus de 21 ans, pouvaient voter. Et tout comme c'est le cas aujourd'hui, aucun parti ne pouvait prétendre à une majorité absolue, l'Assemblée nationale étant divisée entre un grand nombre de mouvements plus ou moins puissants. Du coup, les gouvernements étaient toujours le fruit d'une coalition entre différentes forces. À gauche, on avait surtout le Parti communiste et la section française de l'Internationale ouvrière, l'ancêtre du Parti socialiste. La réaction ne passera pas! Vive la République des travailleurs! À droite, on avait l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine, 2 partis de droite libérale qui ont complètement disparu aujourd'hui pour des raisons qu'on va voir juste après. Et enfin, on a le parti radical, ou plutôt le parti républicain radical et radical socialiste, en abrégé le PRS, officiellement de centre-gauche, mais susceptible de s'allier à la gauche ou à la droite en fonction de l'ère du moment. Et du fait de cette division entre plein de partis pas forcément d'accord entre eux, et de la nécessité de former des gouvernements de coalition entre au moins 3, mais en fait souvent 4, 5, voire 6 partis différents, vous l'imaginez, mais les coalitions se défaisaient souvent avec des gouvernements qui pouvaient tomber très vite. On se fout de la gueule du gouvernement Barnier qui a tenu 3 mois il n'y a pas longtemps. Dites-vous qu'à l'époque, on a un gouvernement, le gouvernement Bouisson, qui a tenu 3 jours, le temps qu'on aurait aimé que dure le gouvernement de François Bayrou d'ailleurs. Bref, la 3ème République disparaît en 1940 avec la défaite militaire de la France contre l'Allemagne pour être remplacée pendant quelques années par un État autoritaire voire fasciste, le régime de Vichy, ensuite balayé par la défaite militaire allemande. Donc là, on arrive en 1944. À peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut maintenir un régime républicain, mais sous quelle forme, on ne sait pas trop. Il y a certains points qui font consensus au gouvernement provisoire, comme donner le droit de vote aux femmes, créer la sécurité sociale et les allocations familiales, ce qui est pas trop mal déjà. Accessoirement, la population est majoritairement opposée au rétablissement des institutions de la 3ème République, jugée responsable de la défaite, mais pour faire quoi derrière? Et ben justement, c'est là que ça coince. En gros, d'un côté, on a la gauche qui propose un régime encore plus démocratique que la 3ème République, quasiment un régime d'assemblée, avec un seul parlement, l'Assemblée nationale, un président de la République très faible, un président du Conseil qui dépend entièrement du Parlement dont il doit obtenir l'investiture, et il n'y a même pas de Conseil constitutionnel pour contrôler que les lois sont bien conformes à la Constitution. Et de
l'autre côté la vision de la droite qui propose un exécutif plus fort, plus difficile à renverser, avec le maintien du Sénat pour tempérer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Sauf que lors des premières élections législatives, la gauche est majoritaire avec plus de 50% des voix. Et c'est donc elle qui va pouvoir imposer sa vision, sauf que les opposants à la première version de la Constitution mènent une campagne efficace et même si elle est approuvée par l'Assemblée, elle est ensuite rejetée par référendum. De nouvelles élections sont organisées et la gauche gagne encore, mais avec une majorité un peu moins importante. Elle va donc devoir négocier avec le nouveau grand parti de la droite, enfin du centre, le mouvement républicain populaire, oui parce que les deux grands partis de droite de la Troisième République s'étaient largement compromis dans la collaboration avec Pétain et ont été balayés de la carte électorale après le conflit. Il résulte de cette négociation un texte finalement pas si différent du premier. À la demande du MRP, on a un Conseil de la République, équivalent du Sénat, qui vient pondérer l'action de l'Assemblée nationale, mais ça reste quand même elle qui investit le gouvernement et le président de la République, qui n'a de toute façon quasiment pas de pouvoir. Accessoirement, le mode de scrutin n'est plus le vote majoritaire comme avant la guerre, mais le vote proportionnel qui garantit une meilleure représentativité des différentes idéologies du pays. Donc, malgré quelques concessions, la gauche parvient à obtenir un régime plus démocratique, avec un corps électoral plus large, un régime représentatif et des députés qui ont un rôle prééminent. Pour vous dire, il y a même une dose de vote préférentiel, les électeurs ayant une marge de manœuvre pour choisir quel candidat du parti pour lequel ils votent ils veulent le plus envoyer à l'Assemblée. Et je sais ce que vous vous dites avec l'œil d'aujourd'hui. Aïe, c'était bien quand même. Bon, à relativiser. Déjà parce que ça reste une petite minorité de la population qui vivait dans les territoires contrôlés par la France qui pouvait voter. Oui, parce qu'on avait un empire colonial à l'époque, des dizaines de millions de gens qui vivaient dans ces régions et n'avaient absolument pas le droit de participer à la vie électorale. Et puis même ce mode de scrutin, qui peut paraître sympa sur le papier, il va pas durer longtemps. Genre, vraiment pas longtemps du tout. Mais en vrai, on peut peut-être finir cette partie par parler de ce qu'il y avait de bien, quand même, dans cette 4e République. Déjà, il y a deux éléments qui, techniquement, n'ont pas été votés sous la 4e République, mais c'est bien cette République qui les a mis en place jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans le marbre. D'un côté, le droit de vote des femmes, qui n'arrive qu'en 1944, après un mouvement social au long cours, mais aussi, de l'autre, la création d'un État-providence puissant, avec la sécurité sociale, le système de retraite contemporain, la mise en place d'un salaire minimum, l'indexation des salaires sur les prix. Bref, si l'intégralité de l'État social français ne vient pas de la 4e République, c'est quand même cette République-là qui a entériné cette vision et là, encore une fois, gravée dans le marbre. Et par rapport à d'autres pays qui ont mis en place cet État social, comme le Japon par exemple, la France est venue avec ses propres trucs. Par exemple, sous l'influence et l'impulsion du Parti communiste, premier parti de gauche et même premier parti de France pendant une bonne partie de la 4e République, la gestion du régime de sécurité sociale est confiée aux travailleurs eux-mêmes, de sorte que des prestations comme les allocations familiales ou l'assurance maladie dépendent des représentants syndicaux et non pas de l'État. Ces mesures très fortes s'inscrivent aussi dans le contexte politique et social de la France après 1945. Déjà, on sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale, la priorité c'est la reconstruction, et cette reconstruction, elle permet aussi de refonder pas mal de choses, comme tout bêtement l'urbanisme. Beaucoup de villes avaient été complètement détruites, la reconstruction a permis de les moderniser beaucoup plus facilement. La France profite de fait de cette embellie qu'on appelle aujourd'hui chez nous les 30 Glorieuses, et c'est aussi à l'époque un pays qui est plus ouvrier qu'aujourd'hui, et beaucoup moins tertiarisé. Dans ce contexte, les ouvriers étaient un vivier électoral très important, en bonne partie acquis au Parti communiste, et qui a donné davantage d'écho et de débouchés politiques aux revendications des classes laborieuses. C'est un pays beaucoup plus syndiqué aussi, avec par exemple la CGT qui compte dans les 4 millions d'adhérents en 1945, ce qui lui donne un poids considérable dans les négociations avec le patronat ou avec les milieux politiques. Enfin, sur la question de l'égalité, les droits des femmes, encore très largement inférieurs à ceux des hommes sur la période, progressent quand même sensiblement avec notamment la création en 1956 de la maternité heureuse, l'ancêtre de l'actuel planning familial. Plus symboliquement, l'égalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la Constitution en 1945 et en 1947, Germaine Poinceau-Chapuis est la première femme à occuper des fonctions ministérielles en France en tant que ministre de la Santé publique et de la Population, poste qu'elle occupe durant 8 mois. Et ensuite, il faudra attendre 26 ans pour qu'il y en ait de nouveau une certaine Simone Veil.
Et là, on arrive à l'une des pires choses qu'a faites la 4ème République, le genre de truc que même Macron n'a pas osé, en tout cas pas encore. Changer le mode de scrutin à la dernière minute pour éviter une branlée électorale. Fast forward pour arriver en 1951. Alors que la 4ème République s'est ouverte sur une coalition entre ces trois grands partis, le Parti communiste, la SFIO et le MRP, le Parti communiste a très rapidement été poussé dans l'opposition. Et depuis, ce sont des gouvernements de coalition centristes qui se sont installés. On est en 1951, sous le gouvernement d'Henri Queuille, qui n'est rien moins que le 10e gouvernement successif de cette coalition, ce qui est plutôt un bon score. Et, profitant de cette instabilité, le général de Gaulle, dont on n'a pas du tout parlé jusque-là et qui déteste la 4ème République, commence à regagner en popularité. Il a créé son propre parti, le RPF, ou Rassemblement du Peuple Français, en 1947, et a roulé sur les élections municipales avec quasiment 40% des voix à lui tout seul. Alors, pour éviter une déroute électorale, la coalition au pouvoir vote, un mois avant le scrutin, une nouvelle loi qui permet à plusieurs partis de s'apparenter au niveau départemental. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez ce résultat-là dans un département, mais que ces trois partis sont apparentés et qui récupèrent à eux trois plus de 50% des voix du département, eh ben, tous les sièges de députés sont pour eux. I love democracy. I love the republic. Et ce petit tour de passe-passe va fonctionner de justesse. Les trois partis font des scores individuellement pas terribles. Les socialistes font 14%, le MRP fait 12%, les radicaux et leurs alliés du PRS font 11%, mais le score de ces trois partis et le système des apparentements leur permettent d'obtenir une majorité confortable. Et pourtant, cette coalition tiendra pas, et ce qu'on surnomme la valse des ministères continue. La seconde législature de la 4ème République, c'est 8 gouvernements en 5 ans, le plus long étant le deuxième d'Edgar Faure, qui a tenu le record de 11 mois, félicitations. Malgré tout, les socialistes décident assez rapidement de s'extirper de cette coalition appelée la Troisième Force et passent rapidement dans l'opposition. Ce sont donc des gouvernements de centre-droit qui dominent cette législature, avec notamment l'adoption de l'indexation des salaires sur les prix, mais aussi la fin de la guerre d'Indochine avec la France qui se retire de ses territoires et donne son indépendance au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Alors, l'instabilité ministérielle, elle est en partie à relativiser, parce qu'en réalité, pas mal de ministres participent à plusieurs gouvernements successifs, souvent en restant au même ministère. Robert Schuman, par exemple, considéré comme l'un des pères de la construction européenne, a été ministre des Affaires étrangères pendant plus de 4 ans, entre 1948 et 1953. D'autre part, ça n'a pas pour autant provoqué une paralysie du pays, parce que l'administration, elle, fonctionnait. Et la reconstruction, par exemple, a principalement été laissée aux hauts fonctionnaires fraîchement sortis de l'ENA, nouvellement créée, et n'a pas été retardée par l'instabilité ministérielle, qui n'en offrait pas moins un spectacle sans doute difficile pour le grand public de l'époque, et a permis au discours de De Gaulle, pas très fan de la 4ème République, de faire mouche. Et puis pendant ce temps-là, la colonisation, elle continue. Alors certes, c'est sous la 4ème République qu'un certain nombre de pays obtiennent leur indépendance. On a cité l'Indochine plus tôt, mais il y a également la Tunisie et le Maroc qui obtiennent la leur en 1956. C'est aussi sous la 4ème République que commence en 1954 la guerre d'Algérie, qui oppose l'armée française aux indépendantistes, et est le théâtre d'un grand nombre d'exactions et de crimes de guerre largement documentés aujourd'hui, comme de la torture et des assassinats civils. La décolonisation de l'Algérie pose problème en France parce que les colons français y sont nombreux et implantés, environ 1 million pour 9 millions d'Algériens. Et les partis politiques français sont assez divisés sur cette question. Le Parti communiste était idéologiquement anticolonialiste et a plutôt œuvré pour la décolonisation. Mais il était dans l'opposition pendant la plus grande partie de la période. Les partis qui gouvernent, eux, ils sont déjà moins volontaristes, mais c'en est pas moins eux, ces partis qui accompagnent, de gré ou de force, la marche vers l'indépendance des différentes colonies. Parfois avec violence, comme lorsque la France répond par la répression à l'insurrection camerounaise, sous la houlette de l'administrateur colonial Pierre Messmer. Et oui, la 4ème République aussi a eu ses horreurs coloniales, et même si c'est clairement pas la seule, la colonisation, ou plutôt la décolonisation, a été l'un des facteurs majeurs de la chute du régime. Le 18 juin 1954, un certain Pierre Mendès France arrive au pouvoir en se faisant désigner président du Conseil. Il n'est pas issu d'un des grands partis de la 4ème République, puisqu'il émane des rangs du Parti radical, du PRS, mais il a l'avantage d'être une personnalité assez respectée dans l'opinion publique et dans le monde politique. Il a d'ailleurs réussi à obtenir l'investiture de son gouvernement à une écrasante majorité, plus des 2/3 des députés ayant choisi d'approuver sa nomination par le président de la République de l'époque, René Coty. C'est notre Raïs à nous.
C'est monsieur René Coty. C'est sous son gouvernement que la guerre d'Indochine se termine, même si les accords de paix n'ont en réalité jamais été appliqués et que la guerre d'Indochine a vite laissé place à la guerre du Vietnam. Mais passons. Il prépare également les indépendances de la Tunisie et du Maroc, et puis la même année, la guerre d'Algérie éclate. Et il autorise les premières mesures de répression, étant plutôt favorable, à l'unisson avec un certain François Mitterrand. à l'Algérie française. Dans le même temps, il perd en crédibilité lorsque l'Assemblée rejette le projet de création d'une armée européenne, déjà à l'époque, et il est finalement renversé lors d'un débat sur l'Afrique du Nord. La guerre d'Algérie est dévastatrice pour le régime. Les crimes de guerre se sont multipliés et si, militairement, l'armée française l'emporte, elle perd la bataille de l'opinion. Pendant ce temps-là, les troisièmes élections législatives ont lieu en 1956, avec toujours les communistes en tête, la disparition des gaullistes après la mise en retrait du général de Gaulle et l'émergence d'un mouvement d'extrême droite derrière un certain Pierre Poujade, qui voit au passage l'élection comme député d'un certain Jean-Marie Le Pen. Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. Après plusieurs années de centre-droit, c'est la gauche qui revient au pouvoir avec le Front républicain. Et là, miracle, le gouvernement tient bon. Il parvient même à faire voter une mesure sociale, la 3e semaine de congé payé, ratifie également le traité de Rome qui pose les bases de rien moins que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Il dépasse même les 1 an de longévité, un record sous la 4e République. Rigolez pas. Et puis il s'effondre. Ouais, faut pas déconner. De nouveaux gouvernements courts se succèdent et chutent, puis en mai 1958, c'est un politicien de centre-droit, ça s'écrit comme ça. Pierre Machin Truc, qui arrive donc à la présidence du Conseil et se retrouve face à rien moins qu'un coup d'État. La veille de son investiture, l'armée a pris le pouvoir à Alger, craignant que le gouvernement français ne veuille donner l'indépendance à l'Algérie. Un mois plus tard, le 1er juin, avec le soutien tacite des partisans du général de Gaulle, comme Jacques Chaban-Delmas, l'armée prend le contrôle de la Corse et commence à menacer de faire de même à Paris. Bloqué, Pierre Bidule chute et le président de la République nomme bel et bien, à l'issue d'un putsch militaire, le général de Gaulle à la présidence du Conseil. 3 mois plus tard, par référendum, la 4e République est abolie et un nouveau régime, la 5e République, dont la Constitution a été écrite à toute vitesse sans assemblée constituante pour donner un pouvoir considérable au président, Charles de Gaulle, débute, celui avec lequel on se débat encore aujourd'hui. La 4e République a une image un peu bizarre aujourd'hui. On s'en souvient comme un régime très instable qui se serait effondré sous le poids de ses propres contradictions. Il aurait donné trop de pouvoir à l'Assemblée nationale et l'action gouvernementale s'en serait retrouvée complètement paralysée, avec une durée de vie moyenne de gouvernement de seulement quelques mois, quand il n'était pas renversé au bout de quelques jours, comme ça a parfois pu être le cas. Mais la situation actuelle, pas beaucoup plus stable, nous montre que c'était pas tellement ça le souci de la 4e République. Pas ses institutions en tant que telles, qui, pour peu qu'on soit citoyen français, ce qui n'était pas rien à l'époque, était beaucoup plus démocratique que celle de la 5e République, mais la façon dont les partis politiques agissaient les uns par rapport aux autres. On avait à gauche un parti communiste encore largement stalinien et aligné sur l'URSS, qui est rapidement devenu persona non grata aux yeux du régime, et ce malgré sa forte popularité puisqu'il arrivait systématiquement en tête dans les élections législatives, ce qui bouchait paradoxalement les perspectives d'un gouvernement de gauche puisque la question d'un gouvernement allant du PCF aux radicaux, à l'image de ce qu'avait été le Front populaire de 1936, était considérée comme hors de question. Et la droite était tout aussi divisée, avec d'un côté le mouvement républicain populaire, puissant mais de moins en moins au fil des années, et une forte influence des gaullistes du Rassemblement pour la France, l'ancêtre des Républicains, qui a souvent eu un poids considérable à l'Assemblée nationale, tout en étant farouchement opposé aux institutions en place, et donc peut-être pas si mécontent d'une instabilité qui l'arrangeait politiquement. Et on peut en dire autant de l'extrême droite de Pierre Poujade. Ajoutez à ça que le régime s'est retrouvé embourbé dans une crise majeure, celle de la décolonisation, particulièrement celle de l'Algérie, et il est important de ne pas oublier que c'est bien un putsch militaire et non une victoire électorale qui a fini par avoir raison du régime. C'est la fin de cette 3e émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du média et pourquoi pas à soutenir Riposte, la campagne de financement qui vise à permettre aux médias de rester la première chaîne d'information indépendante en France. Vos dons sont la garantie de cette indépendance. À la prochaine!